Thank you for your introduction. My apologies for speaking in English again. And thank you to the organisers for what I think has been a very interesting and important conference. Thank you. Okay. So my focus today is on inequalities in adult literacy and numeracy skills. This is based on research that we've been doing. I've been doing with a colleague, Nick Pensiero, in our Lakes Research Centre in London. Inequality of adult skills, particularly literacy and numeracy skills, is probably more, deserves more attention than it often gets. Inequalities between countries in these basic skills are very substantial, and skills inequality is closely associated in cross-national comparisons with inequalities of earnings. There's some evidence that high levels of skills inequality are also associated with some of the characteristics of social cohesion. So countries which have rather unequal basic skills tend to have low levels of social trust, for instance. C'est bon? Ok, c'est bon. C'est également le cas dans les données de PISA que nous utilisons aujourd'hui. Les pays où les inégalités sont plus importantes, on dénote également des inégalités en termes de compétences. On le voit dans les recherches de PISA. Et on constate également que les inégalités de compétences constituent de mauvaises nouvelles pour le marché du travail et la productivité de manière générale. Donc oui, normalement, ces informations méritent plus d'attention que ce n'est le cas. Si l'on regarde la contribution des systèmes d'enseignement et de formation secondaire en termes d'inégalité des compétences, des capacités de lecture et de calcul, il y a peu de recherches dans ce sujet. Nous connaissons bien l'impact des différentes structures et pratiques éducatives sur l'inégalité des compétences avant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire, notamment d'après les études de PISA. La recherche montre qu'il y a des orientations vers des parcours spécifiques très tôt. Et souvent, cela est associé avec des organisations de type fédéral. Mais nous ne savons pas, néanmoins, si ces facteurs sont également associés avec des inégalités dans l'éducation secondaire de deuxième degré, la formation également. On peut prendre notre point de départ avec des théories plus générales, des statistiques théoriques basées sur le travail de Raymond Boudon. Pour simplifier, on peut dire que les systèmes scolaires plus généraux produisent des résultats plus égalitaires. Un autre point de départ, c'est la recherche que nous avons mentionnée hier, qui date d'il y a 20 ans sur la parité d'estime et qui montre qu'il y a une plus grande parité d'estime entre les parcours universitaires et les parcours professionnels, tend à réduire les inégalités de compétences, notamment dans la phase secondaire. En Suisse, ce n'est pas dans mes recherches, mais la Suisse a montré qu'il y a un taux de parité d'estime très important et cela peut permettre à réduire les inégalités. Mais nous n'avons pas les données parce que la Suisse ne fait pas partie de PISA, malheureusement. Mais voilà les hypothèses que nous avons développées dans cette recherche. Lorsqu'il y a une plus grande standardisation dans les systèmes de formation et d'enseignement secondaire, et si l'on regarde l'impact sur les compétences de lecture, on peut voir une atténuation des inégalités dans ces compétences, et pendant l'enseignement secondaire notamment. Ce qui est important, c'est de
dans tous les programmes, étudier les mathématiques et la langue nationale. Ce sont les éléments qui ont été testés et comment ceci a affecté les compétences. Dans les systèmes où il y a des parcours plus longs, il y a aussi une meilleure atténuation des inégalités dans les compétences. Une meilleure parité d'estime peut aider ceux qui ont des niveaux d'instruction moins bons à se rattraper leur retard. L'enseignement supérieur, nous ne pensons pas que cela ait un impact important en termes d'inégalité ou d'atténuation des inégalités. Dans cette recherche, nous avons regardé les effets des différents types de systèmes, quelles sont les différentes caractéristiques de ces systèmes d'éducation et de formation secondaire, et ceci sur les inégalités de compétences. Donc ici, j'ai développé une typologie particulière. Marius en a un petit peu parlé, mais ici, on se concentre sur les caractéristiques du système éducateur. Il y a 4 types principaux de systèmes d'éducation et de formation. Le modèle français, c'est le modèle le plus commun, aussi bien en Europe et en Asie de l'Est. Il s'agit de systèmes scolaires avec des parcours d'enseignement général et professionnel dans différents types d'établissements d'enseignement secondaire supérieur et avec des apprentissages intégrés dans des systèmes séparés mais résiduels. Donc c'est le type de système le plus commun, le type numéro 1, et ceci en termes de structure et de programme. Le deuxième type de système correspond à des établissements scolaires polyvalents avec un enseignement général et professionnel dans un même établissement. On a entendu parler de la Suède hier, c'est un bon exemple, la Norvège également, les États-Unis aussi dans ce système numéro de type 2, mais il faut établir une différence entre le système scandinave et le système de l'Amérique du Nord. En tout cas dans notre recherche, parce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des lycées polyvalents, mais il y a beaucoup de différences entre ces différents lycées en termes de qualité, de financement, etc. Et ce n'est pas le cas en Suède et en Norvège. Dans une certaine mesure, ce sont 2 types différents, même si l'organisation de base est similaire. Ensuite, on a le type numéro 3. Il s'agit des systèmes scolaires généraux balisés et des systèmes d'apprentissage en alternance. On en a entendu parler déjà hier. Et ensuite, nous avons ce que nous appelons des systèmes hybrides. Il s'agit principalement dans les pays anglo-saxons. C'est un type de système que l'on voit dans les pays anglo-saxons, mais aussi en Espagne. Il y a des systèmes ou des programmes d'enseignement général et professionnel. Il y a une grande diversité de programmes de qualité variable. Souvent, ils sont organisés sous forme de modules et non pas de tronc commun ou par exemple d'enseignement de maths et de langue nationale obligatoire dans tous les programmes. Le système de type 1 a la plupart du temps les mathématiques et la langue nationale en tant que matière principale obligatoire. Et c'est le cas également des systèmes hybrides. De manière générale, l'enseignement des maths de langue non nationale s'étend sur une période de 3 ans. C'est la norme de manière générale pour le taux d'achèvement de niveau 3, selon la classification internationale. Donc, si on regarde ces caractéristiques de plus près, il y a différents types de mesures en termes de standardisation. Nous regardons le taux d'achèvement du secondaire de 2e niveau. Nous avons une mesure pour la place qu'occupe l'enseignement des maths et de la langue nationale. Nous mesurons également l'ensemble des pays
pour les matières obligatoires. Nous mesurons également la parité d'estime, quelle est la part des personnes qui participent dans les différents parcours. Nous regardons aussi la mixité sociale des filières professionnelles. Quelle est la part des enfants diplômés dans ces programmes? Il y a différentes variables de contrôle également. Mais brièvement, je ne vais pas m'étendre sur la méthodologie, mais l'idée, c'est d'utiliser 2 études PISA en 2000 et les résultats d'une autre étude qui nous a permis d'adopter une démarche de quasi-cohorte, c'est-à-dire un groupe d'âge similaire, mais évidemment, ce ne sont pas les mêmes personnes que nous comparons. C'est difficile de comparer les résultats de ces 2 études de manière identique, mais on a des élèves avec les mêmes compétences et on utilise des barèmes, les études utilisent des barèmes similaires. On peut étudier la répartition des élèves avec les différentes mesures, notamment les mesures Gini. Donc, ce que nous faisons, c'est de regarder les changements en termes d'inégalité des compétences de pays à pays entre chez les adultes et chez les élèves de 15 ans à 27 ans. On regarde les changements dans cette période en termes d'inégalité de compétences. Quels sont les résultats de ces études? Ici, on voit les changements dans la répartition selon les coefficients de Gini pour les élèves entre 15 et 27 ans. Pour les 2 ensembles de données, qu'est-ce que l'on peut constater? Il y a de grandes variations de pays à pays. Si l'on regarde dans quelle mesure les enseignements secondaires atténuent les inégalités en termes de compétences de lecture. Les inégalités se réduisent dans certains pays plus que d'autres. Les meilleures performances comprennent l'Allemagne et l'Autriche, qui ont des systèmes d'alternance, de formation d'alternance. Il y a certains pays européens aussi qui ont des bons résultats, l'Asie du Sud-Est. Et l'Irlande, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Canada n'ont pas de très bons résultats. Les États-Unis se situent au milieu. Donc ça, c'était pour la lecture. Pour le calcul, c'est semblable. Mais souvent, dans l'enseignement secondaire, on a plus d'inégalités, notamment aux États-Unis. Si l'on regarde la Russie, il faut faire attention avec ces données. On ne sait pas si on peut avoir entièrement confiance en ces données. Il faudrait peut-être retirer la Russie de cet échantillon de pays. Pour l'Allemagne, ils ont de bons résultats en termes de réduire les inégalités, en termes de lecture et de calcul. La Belgique également tire de bons résultats. L'Autriche, encore une fois. Et les pays anglo-saxons, bon, on a l'Espagne également, donc c'est des pays avec un système hybride. Et là, on voit que les résultats ne sont pas très bons en termes de réduction des inégalités. Et là, on voit même que les inégalités augmentent concernant le calcul. J'ai fait la même chose avec les écarts de compétences en fonction de l'origine sociale. Ici, la différence se base sur l'inégalité des chances liées aux compétences de lecture. Sur ce graphique, il est difficile de comparer ces données en termes absolus pour ces inégalités pour des élèves entre 15 et 27 ans. On peut simplement dire si les pays font mieux ou moins bien que les autres pays pour cette période donnée. Si on regarde le positionnement des pays, le classement est similaire pour les origines sociales, mais c'est difficile à comparer, donc je ne vais pas m'étendre sur ces graphiques ou ces tableaux. Mais premièrement, on peut regardons les effets de ces types de systèmes sur l'inégalité des résultats de calcul et de lecture.
Donc si on regarde le type 1, c'est-à-dire les systèmes comme le système français, plus scolaire, il n'y a pas de différence importante en termes de l'atténuation de l'inégalité des compétences dans les systèmes polyvalents. Les systèmes d'établissement polyvalents, il n'y a pas de grande différence en termes de réduction des inégalités. Ce que l'on peut voir, en revanche, c'est un effet important, un impact important dans deux systèmes spécifiques. Les systèmes de formation en alternance, ils arrivent mieux à réduire les inégalités en termes de calcul et de lecture pour la période étudiée. La différence est importante. Mais il faut dire que si on regarde les études de PISA, l'Allemagne a des inégalités scolaires importantes, mais ils ont réussi à les faire baisser. Donc la formation en alternance semble fonctionner. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Si on regarde les systèmes hybrides, il s'agit des économies libérales, avec une grande diversité de programmes et d'institutions. La qualité varie grandement. Et ici, on voit que ces systèmes obtiennent de très mauvais résultats en termes de réduction des inégalités de compétences. Pour l'enseignement supérieur, il n'y a pas d'impact notable. C'est surprenant quelque part. On ne voit pas comment l'enseignement supérieur... On ne voit pas que l'enseignement supérieur a un impact sur ces inégalités. Probablement parce que l'enseignement dans l'étude PIAC ne prend pas en compte tous les niveaux d'instruction et les variations entre les différents pays en termes d'inégalité de compétences sont essentiellement liées avec le bas de l'échelle, les niveaux d'instruction faibles. Et ces élèves ne vont pas aller à l'université de toute façon. Même dans les pays comme la Corée, où on a un taux de participation dans l'enseignement supérieur très élevé. Donc je ne pense pas que l'université a un impact important sur l'inégalité des compétences. Bien sûr, à long terme, ça augmente le niveau général des compétences, mais ça n'a pas d'impact sur la réduction des inégalités. Ensuite, ici, on a un point d'achoppement. On voit que cette recherche est limitée sur quelques aspects. C'est difficile de voir l'impact sur les taux d'emploi, d'embauche. On s'imagine que là, que le taux d'emploi des élèves très qualifiés pourrait avoir un impact. Mais ce n'est pas compris dans cette étude. Je pense qu'il est plausible de dire qu'une des raisons pour lesquelles les systèmes en alternance augmentent les compétences ou l'égalité des compétences, c'est parce que ces compétences sont exercées dans un emploi, sur un lieu de travail. Et en dépit de ce que montrent les statistiques, je pense que le fait d'être employé permet d'améliorer les compétences en termes de lecture et de calcul, même si l'on ne les utilise pas directement. Ce que l'on peut constater, ça peut paraître très évident, mais quelles sont les caractéristiques qui sont associées principalement à la diminution des inégalités de compétences dans les systèmes d'enseignement secondaire supérieur? Eh bien, il s'agit principalement de la standardisation des programmes scolaires. Les facteurs les plus importants semblent être là où les pays ont des taux d'achèvement élevés pour le système secondaire supérieur de niveau 2 ou 3, ou 3 et au-delà de niveau 3. Là, on voit ces inégalités se réduire. Là où les pays ont un enseignement obligatoire des mathématiques et de la langue nationale dans tous les programmes, on voit que c'est très fortement corrélé à la réduction des inégalités de compétences. L'enseignement des mathématiques est également fortement associé à ça. En résumé, plus les maths sont enseignées à long terme, plus les inégalités se réduisent.
Une autre théorie avancée dans cette recherche démontre que dans certains pays où il y a une plus grande parité d'estime, eh bien, ça a un impact sur la réduction des inégalités. Mais cela concerne principalement les compétences de lecture. Et là, on a plus d'hybridation dans les parcours généraux et professionnels. Oui, on a un impact sur la réduction de ces inégalités. Et la prévalence du nombre de personnes qui sont impliquées dans ces formations professionnelles sont également associées à la réduction des inégalités de compétences en lecture et calcul. Une dernière chose à dire, et je vais être bref. Je n'ai pas les données à portée de main. En revanche, je peux dire que nos dernières recherches montrent qu'en termes de niveau moyen de compétences par rapport aux pays où il y a une grande part d'élèves dans des formations professionnelles, ceci améliore les moyennes de calcul et de lecture par rapport aux autres pays. Mais ce sont des mesures relatives, ce ne sont pas des comparaisons avec des chiffres absolus. Merci beaucoup de votre attention.